Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Alternative en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Chaque semaine, vous le savez, avec des experts ou des personnalités, nous explorons l'actualité internationale, africaine, nationale, via un prisme du Sud, à travers un regard alternatif du continent du Maroc. Et c'est avec un appel que je vous propose de commencer cette émission, l'appel de Marrakech, qui officialise la création du cadre africain Origine Transit Certification des métaux, une officialisation qui s'est faite lors du dernier congrès international des mines le 24 novembre dernier dans la ville Ocre, un congrès auquel la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leïla Ben Ali, a participé aux côtés de nombreux opérateurs africains du secteur minier. Il s'agit du premier acte africain fondateur pour catalyser la vitesse de l'émergence minière du continent. Le Maroc, hub industriel et technologique ouvert pour une valeur ajoutée régionale et mondiale, c'était la thématique de ce congrès qui s'est tenu à un moment clé, à un moment où le Maroc repense son cadre minier et dans un contexte régional où les pays africains cherchent eux aussi à faire profiter leur population des richesses du continent. Alors, en quoi l'exploitation du secteur minier au Maroc peut constituer une alternative sérieuse pour l'économie marocaine, mais aussi africaine? C'est avec mon invité que j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir M. Abdallah Moutaki, directeur général de la compagnie minière de Twisit, qui est avec nous et que nous allons en parler. Bonjour à vous. Bonjour Madame Paquero, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Plaisir partagé. Alors on va commencer tout de suite par ce congrès international qui a lieu à Marrakech. Les minerais stratégiques et critiques ont été mis au cœur de ce congrès international. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les enjeux liés à ces minerais et nous dire quels sont les faits les plus marquants de cette édition 2025 ? Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le secteur minier mondial, en général, il faut remonter à la fin des années 2000. Les fondamentaux des marchés ont évolué de manière très rapide et continuent d'ailleurs à changer. Nous avons toujours des choses qui sont stabilisées, l'offre et la demande, l'industrialisation des pays. Nous avons également la volonté des États à aller davantage dans une urbanisation galopante. Et à ces fondamentaux, il y a la question de la transition énergétique et la transition numérique. Et donc des métaux qui sont utilisés dans le cadre de ces transitions énergétiques et de transformation numérique sont devenus stratégiques. Et lorsque ces minerais stratégiques peuvent subir des ruptures dans leur chaîne d'approvisionnement, ils deviennent critiques. Et donc vous imaginez les États développés aujourd'hui qui sont à la recherche de la sécurisation de leur approvisionnement, et chaque État industrialisé, chaque groupement économique a mis en place une stratégie pour faire face à cette situation, parce qu'aujourd'hui, sur l'offre de ces minerais, les minerais qui subissent les pressions les plus importantes aujourd'hui, pour qu'on les cite, c'est le cobalt, c'est le lithium, le nickel, le graphite et surtout le cuivre et les terres rares. Le cuivre, vraiment, je souligne la criticité de ce métal parce que c'est un métal système, donc on va l'utiliser dans les grandes industries, mais également il est au cœur de la transition énergétique. Et donc cette transition énergétique, le cœur de la transition énergétique est de nature métallique, donc on va aller chercher et développer de nouveaux gisements pour répondre aux besoins qui devient de plus en plus grand en termes de ces métaux. La question qui se pose et le défi aujourd'hui que le monde, que nous vivons tous, c'est que le rapport entre la consommation et la production est toujours inférieur à 1. Ça veut dire qu'on ne produit pas assez de métaux pour répondre à la demande de plus en plus forte qui se crée à l'échelle mondiale. Donc l'offre aujourd'hui est assujettie à un certain nombre de pressions. D'abord, il y a la question de la concentration de la production. Donc certains métaux
sont créés dans des régions du monde qui dominent vraiment la production à l'échelle mondiale. Et plus la concentration géographique est grande, plus la criticité elle devient également. Donc si jamais il y a rupture pour une quelconque raison qu'elle soit de l'approvisionnement, donc la criticité augmente. Mais il y a également un autre point que je voudrais souligner tout au début, c'est cette concentration aval. Ça veut dire qu'il ne suffit pas aujourd'hui de disposer de la ressource minière, mais il faut être capable de la transformer et de la raffiner pour qu'elle soit apte à être utilisée dans les nouvelles technologies, dans les batteries, dans les éoliennes ou dans d'autres industries. Et cette question, elle fait aujourd'hui l'objet elle se retrouve aujourd'hui au cœur d'enjeux géopolitiques très très importants à l'échelle mondiale, parce que la Chine a vraiment une avancée importante sur ce volet-là, parce qu'elle est à la fois productrice d'un grand nombre de minerais, mais elle en assure également le raffinage et le taux de raffinage de ces métaux. Par exemple, pour les terres rares, il peut atteindre jusqu'à 80%. Pour les autres métaux, même si elle ne les produit pas, elle tient les brevets. Donc nous assistons aujourd'hui le secteur minier au cœur d'enjeux géopolitiques, géostratégiques, sur une base de brevets et de connaissances et de savoir et d'innovation. La Chine ne produit pas plus que 8% du cuivre mondial. Mais elle a les brevets. Voilà, mais elle a en raffiné, par exemple, jusqu'à 60%. Elle ne produit pas elle produit très peu de lithium, mais elle va en raffiner également autour de 50-60%. Et la même chose pour le cobalt, il ne produit pas de cobalt, mais le raffinage, elle en raffine, je dirais, 60 à 65%. Donc cette concentration amont et cette concentration aval vont exacerber les tensions et les enjeux plutôt géopolitiques autour des minerais. Et ça, c'est tout l'enjeu du continent africain. Donc comment le continent africain, qui a un fort potentiel en métaux, pourra demain se positionner sur ces chaînes de valeur qui sont très éclatées à l'échelle mondiale. Ça veut dire qu'on peut produire quelque part, mais il faut raffiner dans une autre région et aller et industrialiser dans d'autres régions. Donc vraiment, les chaînes de valeur ils sont très éclatées. C'est disparate, inégal. Et ça les rend vulnérables. Donc quand vous avez des choses qui sont... par exemple, le lithium du Chili, il va être produit au Chili, mais il va être raffiné en Chine et vendu en Europe et dans d'autres pays industrialisés. Donc vous imaginez un peu, tout l'éclatement des chaînes de valeur ne facilite pas vraiment la maîtrise d'où vraiment cette question de référentiel tel que vous l'avez... Oui, et on va en parler tout de suite parce que là, vraiment, c'est passionnant et on comprend en vous écoutant que les enjeux sont pluriels, ils sont à plusieurs niveaux et que la Chine est un game changer dans ce secteur névralgique là. Alors la déclaration sur le référentiel ESG, justement, a été qualifiée d'historique. Le 24 novembre dernier. En quoi cette déclaration constitue-t-elle un tournant majeur dans le secteur minier marocain-africain ? C'est un tournant majeur parce que ce soit les États, que ce soit les entreprises, doivent avoir une responsabilité selon des engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et donc cette déclaration de Marrakech, c'est un cadre partenarial à l'échelle du continent africain qui va permettre au continent africain donc d'assurer et d'assumer son rôle de producteur de métaux aujourd'hui très convoité à l'échelle mondiale, dans un cadre de responsabilité vis-à-vis de l'environnement et des écosystèmes, vis-à-vis des populations et vis-à-vis également dans le cadre d'une gouvernance transparente. Et en aval, les sociétés, les pays industrialisés qui vont importer ce type de minerais, ils vont être sûrs qu'ils auront également, qu'ils vont le faire dans le cadre d'un approvisionnement qui est également responsable. Donc de la responsabilité en amont, de la responsabilité en aval, et donc vous imaginez les impacts de réputation que peuvent avoir certaines sociétés, certains pays qui ne respectent pas ces engagements. Donc sous le lead du Maroc, je considère, comme vous l'avez dit, c'est un acte fondateur
d'une doctrine de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance qui va permettre au continent africain d'aller davantage sur la souveraineté de ses ressources vis-à-vis donc d'une responsabilité aval. Le mot souveraineté est vraiment très important, vous avez raison de le souligner, avec le Maroc quand même, qui affiche une ambition claire, celle qui est de devenir la locomotive quand même minière du continent. Mais alors du coup, sur quels fondamentaux se base cette ambition du Royaume? Le Maroc et le secteur minier marocain capitalise aujourd'hui sur une expérience qui s'étale sur un siècle. Donc nous sommes vraiment, c'est un secteur qui est traditionnel dans notre modèle économique. Et par exemple, je vous informe que le premier code minier au Maroc a été mis en place en 1914. Les institutions telles que l'OCP a été créé en 1920, le service géologique 1920, le bureau de recherche et de participation minière qui deviendra par la suite l'Office national des hydrocarbures et des mines a été créé en 1928. Donc vous avez vraiment une grande expérience très ancrée dans l'histoire industrielle de notre pays et économique de notre pays. Et aujourd'hui, que peut mettre le Maroc dans un cadre partenarial avec les autres pays du continent? C'est vraiment cette maturité du secteur minier. Nous avons aujourd'hui un secteur qui se base sur les piliers suivants. D'abord, une gouvernance qui est stabilisée, et le Maroc occupe toujours les places avancées dans les classements mondiaux en termes de stabilité dans la gouvernance du secteur minier. Je fais allusion aux indicateurs du cabinet Fraser qui donnent vraiment le Maroc soit premier, soit second sur cet aspect-là. Nous avons une exploitation qui est diversifiée, donc il y a les phosphates, mais il y a d'autres métaux, le cobalt, le cuivre, le plomb, le zinc, l'argent, la barytine, et d'autres, vraiment une vingtaine de produits miniers que le Maroc produit. Également, nous avons le rôle de l'État est clair par rapport à celui du secteur privé, par rapport à celui de la Fédération de l'industrie minérale. Nous avons également un capital humain, et ça, je voudrais vraiment insister sur ce point, parce qu'aujourd'hui, nous pouvons le dire avec beaucoup de fierté, avec beaucoup d'humilité aussi, nous avons un secteur qui tourne à 100% par des ressources humaines marocaines à 100%, et parfois le Maroc exporte cette expertise nationale dans des cadres de partenariat avec d'autres pays du continent. Donc je salue vraiment les efforts des écoles, d'ingénieurs, les universités, et pour le travail qu'ils font pour mettre à la disposition d'un secteur qui est très technologique. Donc nous avons besoin de ressources humaines très qualifiées, beaucoup d'ingénierie dans le secteur minier, qui mettent donc à la disposition de ce secteur un personnel qualifié. Dernier point, le secteur minier marocain a une expertise également dans le respect de ses engagements ESG, justement. Nous avons les politiques eau, énergie chez les opérateurs. Nous avons également le respect des écosystèmes, de la biodiversité et surtout également le développement communautaire, parce que les mines, lorsqu'elles se placent dans une région, elles apportent avec elles plusieurs bienfaits au service, donc au bénéfice des populations. C'est un secteur qui est résilient, nous l'avons vu, la crise de 2009. Aucune société sur le territoire national n'a licencié de son personnel malgré la crise. Et nous l'avons vu également au cours du séisme du Haouz. Toutes les sociétés minières ont participé à cet élan de solidarité nationale. Donc vraiment, c'est un secteur que je qualifie aujourd'hui de mature. Et c'est cette maturité que nous pouvons partager de manière très responsable et en partenariat avec de nombreux pays du continent africain. Oui. On va continuer justement de parler de cette maturité et de la maturité aussi du Maroc. Je vais joindre deux questions en une parce que le temps va vite. Je vais continuer à parler des défis, des principaux défis que le Maroc doit relever pour assumer d'abord son leadership continental, mais aussi comment le Maroc se positionne aujourd'hui pour justement accompagner cette transition énergétique mondiale à un moment où la demande, et vous l'avez dit, Simo Taqi, la demande des minerais explose. Alors, je vais répondre à deux niveaux. Toujours, je vais revenir à cette question amont-aval. Pour le secteur minier marocain, en amont, il faut continuer à faire beaucoup d'exploration, à attirer, à démultiplier les investissements pour faire de nouvelles découvertes.
Le deuxième point en aval, par contre, et j'insiste sur ce point, il faut aller davantage vers le désenclavement du secteur minier. Ça veut dire répondre à la question suivante: que peut apporter le secteur minier national pour les programmes d'industrialisation de notre pays? Et il y a donc des minerais qu'on peut donc mettre en exploitation au service de cette industrialisation. Donc, en aval, davantage d'innovation, davantage de recherche scientifique pour développer, pour aller sur de nouveaux procédés, pour mettre en évidence et sur le marché de nouveaux métaux et composites au service de cette industrialisation du pays, dans un cadre beaucoup plus général, c'est celui de la souveraineté industrielle du royaume. C'est fondamental. Donc voilà, Et le deuxième point, c'est comment le Maroc, vis-à-vis du continent africain, en plus de ce que j'ai dit concernant la maturité et sur le partage de la connaissance, comment le Maroc peut devenir demain un hub de transformation, de transformation métallique au service donc des chaînes de valeur africaines. Et nous avons déjà évoqué des questions nous avons parlé sur les provinces du Sud et le rôle qu'elles peuvent jouer en termes de position géographique par rapport à l'Afrique subsaharienne, les infrastructures portuaires, le potentiel en énergie renouvelable. Donc tout cela, je pense que le Maroc a il a un rôle à jouer vis-à-vis donc de la souveraineté industrielle du pays, mais également par rapport donc au continent africain. Oui, sur le plan continental, justement, avec maintenant ce cadre. Alors, comment avancer vers ce cadre mini-africain qui est harmonisé pour attirer les investissements responsables dont vous avez parlé, parce que c'est le nouveau défi avec cet appel de Marrakech qui a été lancé. L'appel de Marrakech et le référentiel ESG, tel qu'il a été lancé dernièrement, est un outil, je le vois comme étant un outil qui va permettre à l'Afrique d'être beaucoup plus souveraine sur ses ressources. Parce que des exploitations responsables vont permettre à l'Afrique de se positionner sur les chaînes de valeur de manière responsable. Et cela, bien entendu, passera par la question de la certification. Et la certification, ça aussi, c'est un outil important que l'Afrique pourra faire jouer pour augmenter son influence à l'échelle mondiale. Et donc, nous aurons besoin, et le Maroc peut jouer un grand rôle là-dessus, nous avons besoin de laboratoires très avancés, parce que ça va faire appel à de la technologie très fine pour aller sur la certification des ressources. Ça veut dire répondre à la question où est-ce que ce minerai était produit, et puis quel chemin il a emprunté jusqu'à arriver à l'utilisateur final. Et donc, je pense que moi, j'y vois une opportunité pour le continent africain de développer un laboratoire, et je pense que le Maroc est capable, avec tout ce que font nos universités, l'UM6P en tête et d'autres universités, et ils peuvent donc développer des laboratoires pour la certification de ces produits miniers en connaissant et en ayant une connaissance fine de toute la chaîne de valeur de l'évolution de tels produits. Qui dit certification dit traçabilité. C'est en filigrane ce dont vous avez parlé tout de suite. Une traçabilité des minerais qui devient incontournable aujourd'hui avec l'exigence qu'il y a, avec cet appel de Marrakech qui est mis, et ce cadre ESG. Quelles sont les solutions que le Maroc peut proposer pour garantir l'origine, mais aussi le suivi des ressources africaines? Dans la foulée, puisque le temps va vite aussi, je vais vous demander s'il y a la possibilité, est-ce réaliste d'avoir aujourd'hui un label africain à ce niveau-là? Je pense que le résultat final peut être ce label africain conforme à un référentiel ESG qui va garantir un approvisionnement responsable émanant du continent africain. Je pense que la clé est technologique. Donc il y a vraiment une organisation institutionnelle à mettre en place. Mais la clé passe aussi par la maîtrise de la technologie, parce que nous aurons besoin, il y a deux fondamentaux sur lesquels je voudrais insister. Il faut développer des bases de données fiables sur les types de minerais que nous exploitons en Afrique, mais également des laboratoires très avancés pour pouvoir donc déterminer
ce suivi et cette traçabilité des minerais. Et c'est ça le vrai défi. Donc nous avons un défi de base de données, mais également un défi technologique. Et je pense que le Maroc, avec son potentiel d'innovation au niveau des universités, est tout à fait capable de jouer son rôle et de mettre un tel label au service donc d'une croissance responsable du continent africain à partir et avec la contribution majeure de son potentiel minier. Donc ce label africain est tout à fait possible et le Maroc aurait vraiment un rôle majeur dans son élaboration. Tout à fait. Nous avons à la fois des sociétés très nationales dont la réputation n'est plus à prouver en termes de maîtrise de la technologie. Nous avons un capital humain également qui est au fait des nouveaux développements sur le plan analytique, parce que finalement, la traçabilité et la certification, c'est une signature géochimique analytique de ces métaux. Nous avons également des opérateurs qui maîtrisent la chaîne de valeur de l'ensemble de ces métaux dont le monde a besoin pour la transition énergétique, la transformation numérique, mais nous avons également la position du Maroc avec ses accords de libre-échange vis-à-vis du continent de l'Europe, mais également vis-à-vis des États-Unis. Et comme je l'ai dit, cette traçabilité peut bénéficier également d'un autre projet, d'une autre déclaration qui a été faite en décembre 2024 à Marrakech, qui est relative à celle des corridors verts, et donc le transit, l'origine et la certification. Et je pense que la position géographique du Maroc, avec l'initiative royale, l'Alliance Atlantique, qui cible le désenclavement de plusieurs pays du Sahel qui sont dépositaires d'un énorme potentiel minier, je pense que l'essentiel, c'est de mettre l'ensemble de ces composantes au service justement de ce référentiel ESG, en développant, comme je l'ai dit, nous avons vraiment la clé pour moi, c'est une solution, elle est technologique. La clé, elle est technologique. On en apprend vraiment beaucoup, Si Mottaki, sur les enjeux du secteur minier. Alors, vous êtes directeur général de la compagnie donc minière de Twisit, mais vous êtes aussi membre de la Fédération de l'industrie minérale et du Conseil économique, social et environnemental. Alors, et ce sera ma dernière question, quel serait d'après vous le cadrage et les objets futurs pour accompagner la transformation du secteur minier marocain, mais aussi africain? Moi, j'ai eu la chance, avec les membres du Conseil économique, social et environnemental, de travailler sur un rapport, les minerais stratégiques et critiques, contributeurs à la souveraineté industrielle du Maroc. Je pense que c'est une réflexion également très importante pour l'avenir du secteur minier marocain. Nous avons arrêté une liste de minerais que nous avons qualifiés de stratégiques et critiques pour notre pays. Et donc, le premier enjeu, c'est de mettre en exploitation ou de rechercher les substances qui sont listées à condition que la géologie de notre pays le permette. Parce que la géologie ne peut pas garantir l'ensemble des métaux dont on a besoin. Et le deuxième point, et j'insiste dessus, c'est le désenclavement aval du secteur. Donc, mettre en connexion les industriels avec le secteur minier pour répondre à cette question: que peut fournir le secteur minier à notre industrie? Donc vraiment, ce sont les deux pôles, et bien sûr, sous chaque pôle de recommandation, il y a plusieurs actions que le gouvernement, que la Fédération des mines, que les universités peuvent faire pour répondre à ces questions. Le deuxième, par rapport au continent africain, et dans le cadre d'un partenariat ESG, j'ai eu également la chance de travailler sur un rapport mandaté commandité par le Centre africain de développement minier, qui est une institution de l'Union africaine, sur l'alignement des politiques publiques marocaines minières avec la vision minière africaine, qui est un projet phare de l'agenda 2063. Et le résultat était très clair.
nous avons constaté que le secteur minier marocain a les moyens de gérer, que le Maroc a les moyens de gérer, il gère son secteur minier de manière durable, que ce secteur minier peut répondre aux exigences de la zone de libre-échange africaine, la ZLECAf, et également et surtout que c'est un modèle qui devrait être partagé avec de nombreux pays de l'Afrique subsaharienne. Et je pense que ça aussi, c'est un axe sur lequel on devrait travailler dans un cadre, comme je l'ai dit toujours, de partenariat gagnant-gagnant et d'échange de savoir et scientifique entre les différents États du continent africain. Nos pays frères. Mais merci infiniment. Si Abdallah Moutaqui d'avoir été l'invité d'Alternative. C'était passionnant, vraiment, on en a appris beaucoup. J'en ai appris beaucoup et je crois que nos téléspectateurs aussi sur tous ces enjeux. Et puis ce mouvement, ce momentum aussi pour le secteur minier à Marrakech, avec l'appel de Marrakech pour le Maroc et pour aussi les pays africains. Je rappelle que vous êtes directeur général de la compagnie minière donc, de Twisit. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, Madame Taquero. Merci. Et merci à vous, c'est la fin d'Alternative. Je vous dis à la semaine prochaine.